Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour assister à cet atelier formation sur les procédures Bayon. Donc, je me présente, je m'appelle Cécile Dolman, je suis journaliste, réalisatrice et enquêtrice pour la télévision et le documentaire. Et je suis coprésidente de l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Donc c'est une organisation qui est toute jeune. Ça fait 1 an qu'on travaille à créer cet observatoire avec des journalistes, des citoyens, des organisations. Et donc c'est sous la forme d'une association. Et donc l'objectif, c'est de recenser, catégoriser et dénoncer toutes les atteintes à la liberté de la presse. Donc on travaille depuis 1 an à essayer de construire des outils qui permettent de faire le recensement le plus exhaustif possible, en partant du terrain, donc des atteintes qu'on a pu voir dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et donc en faisant ce travail de terrain depuis mai 2023, on a vu que les procédures Bayon, c'était une des types d'atteintes les plus inquiétantes qu'on observait en France. Et c'est une atteinte qui nous paraissait être de plus en plus fréquente. C'était difficile à évaluer parce que justement en l'absence d'un observatoire comme le nôtre, c'est pas toujours facile de se faire une idée des tendances et de l'augmentation ou non des atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d'informer. Mais clairement, les procédures Bayon, c'est un phénomène assez préoccupant. Et donc c'est un mot qu'on connaît peut-être tous, mais après quand il s'agit d'avoir une définition, c'est pas si facile. Donc, comme son nom l'indique, une procédure Bayon, c'est une procédure judiciaire dont le but est de bâillonner, donc de museler la personne qui est poursuivie. Mais vous allez le voir, en fait, il n'y a pas encore de vraie définition juridique de référence en France. Donc, pour parler de ces questions-là, donc les intervenants, ça va être Pauline Delmas de l'association Sherpa. Donc Sherpa, c'est une association de juristes qui utilise le droit comme une arme pour lutter contre les crimes économiques et défendre les droits humains dans le contexte de la mondialisation. Est-ce que tu veux dire un mot en plus, Pauline ? Je pense que c'est... Je ne sais pas s'il marche ce micro. Oui. Non, je pense que c'est une présentation très complète de Sherpa. Merci. Donc on a également Dorothée Archambault, qui est chargée de programme et de développement pour Media Defense. Et Media Defense, c'est une ONG internationale basée à Londres qui défend des journalistes victimes de procédures Bayon partout dans le monde, et y compris en France. Bonsoir à tous. Donc Dorothée, je suis basée à Londres, mais je suis originaire d'Orléans, donc ça me fait super plaisir d'être à Tours et de voir autant de jeunes ici. Donc oui, Media Defense, c'est une ONG qui a été établie en 2008 dans un contexte où la liberté d'expression et les attaques contre les journalistes étaient vraiment, c'était un gros problème. La liberté de la presse était vraiment en déclin. Nous finançons les avocats, les frais d'avocats. Nous intervenons dans certaines affaires. Nous représentons aussi les journalistes devant des cours internationales et nous formons des avocats. Donc nous essayons vraiment de répondre au barrage constant d'attaques judiciaires contre les journalistes et les médias indépendants. Depuis notre existence, nous avons soutenu 1200 affaires dans à peu près 110 pays. Merci Dorothée. Et donc le troisième invité, c'est Hugo Coignard, qui est cofondateur de l'OFALP, qui fait partie de son conseil d'administration, mais qui est aussi journaliste d'investigation, notamment dans le média d'investigation local Médiacité, et qui a été lui-même victime de procédures Bayon. Donc il pourra parler de sa propre expérience sur ce type de pression. Mais donc, pour commencer, en fait, cette question de la définition, elle est assez centrale. Et justement, Sherpa, qui collabore avec nous, travaille à essayer de construire une définition, une proposition de définition juridique pour qu'elle soit reprise en droit français. Pauline, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux de définir les procédures Bayon ? Oui, tout à fait, merci. Effectivement, comme Cécile le disait à l'instant, la première difficulté sur la question des procédures Bayon, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas en France, en droit français, de définition juridique des procédures Bayon. Ce qu'on a, c'est un terme publié au journal officiel, mais qui relève plutôt, c'est sur le site de France Terme, donc qui est un organisme du ministère de la Culture. Donc on a quelque chose dans le sens commun, dans le langage courant, et cette définition, c'est qu'une procédure Bayon, ce serait l'instrumentalisation de la justice mise en œuvre par une entreprise ou une institution
qui vise à prévenir ou à sanctionner l'expression d'une opinion qui lui serait préjudiciable, en impliquant notamment la personne qui formule cette opinion dans une procédure juridique coûteuse. Donc ça, c'est un premier élément, et là-dedans, il y a des notions très intéressantes sur lesquelles on va revenir, d'instrumentalisation du droit, et en lien avec une participation au débat public qu'on cherche à sanctionner ou à réprimer. Mais l'un des premiers enjeux, c'est déjà d'arriver à une définition juridique qui soit dans le code pénal ou dans le code civil et qui ne soit pas simplement cette définition qui relève presque du dictionnaire, entre guillemets. Un autre enjeu important, c'est d'arriver à une définition qui soit large, parce que comme le but d'avoir une définition juridique des procédures de bâillon, c'est de pouvoir les sanctionner pour que le phénomène se tarisse. Si on dit demain qu'une procédure de bâillon, c'est que quand un milliardaire attaque au pénal un journaliste, on exclut toutes les associations et les lanceurs d'alerte qui sont poursuivis par ces procédures, ou on exclut les cas de figure dont on aura l'occasion de parler, où c'est d'autres fondements que le pénal que les entreprises ou les milliardaires vont utiliser pour aller poursuivre des journalistes ou des défenseurs des droits. Donc, enjeu d'avoir cette histoire de définition qui soit juridique et qui soit la plus large possible pour vraiment répondre à la réalité du phénomène qui est protéiforme, qui revêt vraiment pas mal d'aspects différents. Et un élément important dans la notion de procédure bâillon, qu'on va voir dans les tentatives de définition qu'on peut en faire, c'est que dans les procédures bâillon, il y a cette logique d'instrumentalisation de voies de droit légitimes et de contournement de certains aspects qui normalement s'imposent aux acteurs. Je m'explique avec 2 exemples. Le premier exemple, pour cette notion d'instrumentalisation de voies de droit légitimes, c'est par exemple quand Total Energy poursuit Greenpeace France pour un rapport que Greenpeace a sorti dans lequel ils interrogent le calcul des émissions carbone fait par Total Energy, et ils proposent un recalcul de ces émissions carbone. C'est un rapport que Greenpeace a publié en 2022, et à l'époque Total n'avait pas réagi, enfin à part peut-être par un communiqué, mais n'avait pas agi judiciairement. Et 1 an plus tard, finalement, Total a assigné Greenpeace devant le tribunal civil sur le fondement d'une infraction de droit boursier, c'est-à-dire la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Et ça, classiquement, c'est quelque chose qu'une entreprise va utiliser quand une autre entreprise répand des idées fausses sur son compte, mais ce n'est pas du tout un fondement qu'on est censé utiliser quand on cherche finalement à attaquer quelqu'un sur ce qui serait de la diffamation. Donc c'est d'autant plus intéressant que Total agit au civil dans une logique de réparation et de demander qu'on répare son préjudice, mais au lieu de formuler des demandes de dommages et intérêts importantes, Total demande la suppression, le retrait du rapport sous astreinte de 2 000 € par jour. Donc on voit bien que c'est la censure qui est visée avec cette procédure, et on voit bien la logique d'instrumentalisation d'une voie de droit légitime, parce que finalement, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, pourquoi pas, c'est important que les entreprises puissent se défendre quand d'autres entreprises disent du mal d'elles. Mais là, on voit qu'en fait, on utilise un fondement de droit boursier au lieu d'utiliser la diffamation, qui a l'inconvénient d'être contraignante. Il faut agir sous 3 mois, c'est un droit de la presse qui est technique, etc. Et Pauline, dans le cas du droit de la presse, on a notamment vu qu'il y a eu ce contournement-là en faisant des démarches judiciaires contre des journalistes, mais sans passer par les voies de la presse, par exemple en utilisant les tribunaux commerciaux, tribunaux de commerce. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? Oui, carrément. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des fondements comme le dénigrement commercial ou l'atteinte au secret des affaires, et où, au lieu d'aller devant les juridictions de presse, on va devant les tribunaux de commerce qui ne sont pas sensibilisés aux enjeux de liberté d'expression et qui parfois valident des procédures assez incroyables. Et un exemple de contournement que je voulais utiliser, c'est ce qui s'est passé avec le poulpe, par exemple, où là, on voit aussi que dans cette logique de contournement, non seulement les entreprises vont aller sur des voies de droit plus faciles que la diffamation, comme des voies de droit sur le fondement d'aspects commerciaux, mais aussi on va contourner un truc fondamental en droit, c'est cette idée de contradictoire.
quand moi je veux agir en justice, en principe, la partie adverse, elle est informée de ce que j'essaye de faire et elle peut répliquer face à ce que j'allègue. Et ce qui s'est passé avec Le Poulpe, c'est que c'est un journal d'investigation normand qui avait publié une série d'articles pour interroger la dépollution qui avait été mise en œuvre par une entreprise qui s'appelait Valgo. Et en fait, Valgo n'a pas du tout apprécié la manœuvre et a voulu savoir qui étaient les sources du magazine, enfin du journal Le Poulpe. Et au lieu de directement attaquer Le Poulpe sur des fondements de droit de la presse, ce que Valgo a fait, c'est qu'ils ont attaqué un concurrent à eux, une entreprise qui s'appelle Troletti, je crois. Et ils l'ont attaqué de manière non contradictoire. Ils sont allés voir le tribunal de commerce et ils ont attaqué cette entreprise pour concurrence déloyale et ils ont demandé à aller récupérer des preuves de la concurrence déloyale au siège de cette entreprise. Sauf que les preuves qu'ils ont demandées, c'est toutes les correspondances de cette entreprise avec le média Le Poulpe. Donc il y a clairement une volonté d'atteinte au secret des sources dans une procédure comme ça, et un contournement de ce que prévoit le droit de la presse en se tournant vers les tribunaux de commerce qui ne sont pas sensibilisés à ces enjeux de protection de la liberté d'expression. Et donc je voulais un peu donner ces deux exemples pour illustrer ces logiques d'instrumentalisation et de contournement. Et pour réfléchir un peu à cette histoire de définition juridique qu'on aimerait proposer aux législateurs français. Nous, à Sherpa, on a travaillé avec un collectif d'avocats, d'universitaires et de journalistes et de représentants d'associations pour essayer d'arriver à une définition qu'on voudrait proposer aux législateurs français, où l'idée générale, ce serait qu'on partirait d'une atteinte au débat public. Il faut qu'il y ait un acte de participation à ce débat, un article, une action, une prise de parole. Et ensuite, on caractériserait l'abus de procédure à partir du moment où la procédure présente certaines caractéristiques qui font très procédure bâillon. Par exemple, elle est totalement ou partiellement infondée, irrecevable ou irrégulière, avec cette logique de contournement ou d'instrumentalisation que j'évoquais. Ou alors, c'est plusieurs procédures qui sont engagées contre un même journaliste, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler, ou alors on a des demandes qui sont disproportionnées par rapport au préjudice qui est allégué et aux moyens de la personne poursuivie. Par exemple, Casino avait attaqué la lettre A et leur avait demandé plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. Ça, c'est un bel exemple. Et donc, à partir du moment où on a une atteinte, où on a une participation au débat public et une procédure ou plusieurs qui sont engagées et qui présentent certaines des caractéristiques que j'évoquais, on serait sur une procédure bâillon et à partir de là, il faudrait prévoir des outils juridiques pour la sanctionner. Donc c'est un peu ça notre proposition de définition. Et dans l'idée, c'est que chacune de ces caractéristiques, ce serait plus un indice, si j'ai bien compris, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ensemble des caractéristiques. C'est un de ces éléments serait indicateur, mais c'est non cumulatif. Exactement, ouais. L'idée, c'est vraiment de donner au juge une espèce de série d'indices à partir desquels, s'il y en a un ou plusieurs, on serait en présence d'une procédure bâillon, mais demander l'ensemble de ces caractéristiques, ce serait beaucoup trop restrictif et ça ne permettrait pas de protéger efficacement les journalistes et les défenseurs des droits. Merci. Et donc, du coup, ça, c'est une définition qui serait pour les législateurs, mais la question des procédures bâillons, c'est aussi une question en fait, pratique qu'on voit du terrain. Dorothée, dans le travail que vous faites à Media Defense, vous êtes confrontée au quotidien aux différentes formes de procédures bâillons, notamment en France. Comment est-ce que vous définissez ce que c'est une procédure bâillon, justement ? Alors, je vais un peu paraphraser Pauline. Ces caractéristiques, on les retrouve vraiment, quel que soit le pays, la juridiction concernée. Donc, premièrement, c'est une action en justice qui vise à intimider, à faire taire un journaliste, un blogueur ou un lanceur d'alerte. Ces actions n'ont aucun mérite. Le demandeur ne cherche pas à gagner l'argument, mais à pousser à la faillite et surtout à faire dépenser beaucoup de temps et d'énergie. C'est-à-dire que le journaliste, lorsqu'il essaie de répondre à ces accusations, il ne fait pas son travail de journalisme. Du coup, ça marche. C'est complètement disproportionné. Les dommages et intérêts réclamés sont très souvent exorbitants. Et presque tout le temps, ces actions sont intentées par des entreprises privées ou des individus très puissants
et contre des journalistes freelance ou des médias indépendants. Ils ne s'attaquent pas forcément à des grandes maisons de presse. La plupart sont des procédures en diffamation, mais pas que. Certaines sont plus, concernent plus le droit à la vie privée ou au droit des affaires. Et les actions sont intentées à plusieurs reprises, comme tu l'as dit, donc ce sont des procès à répétition. Donc on a vraiment ce schéma, cette caractéristique un peu de David contre Goliath. Donc c'est ce qu'on retrouve vraiment sur le terrain et dans beaucoup de juridictions. Donc en fait, en résumé, les procédures Bayon, en fait, c'est un phénomène multiforme, parce que les manières dont les journalistes, mais pas que, tous les autres participants au débat public sont attaqués peuvent varier. Et on voit que parfois les avocats font preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des manières de contourner le droit de la presse ou les voies juridiques classiques. Mais donc on retrouve un peu, souvent, une de ces caractéristiques qui peuvent être un indice pour repérer une procédure Bayon. Donc déjà, et c'est vraiment la nature de ces procédures, c'est que leur objectif n'est pas de gagner une action en justice. C'est vraiment les moyens humains et financiers qui vont être mobilisés par les personnes poursuivies, ou l'intimidation et la crainte de ces moyens pour inciter les personnes à ne pas sortir leurs articles ou à ne pas s'exprimer. C'est également le fait, et c'est assez central, que les cibles sont des participants au débat public, donc journalistes, ONG, chercheurs. Cette question du contournement ou du détournement du droit, le fait aussi, ça peut être un bon indice d'avoir des procédures simultanées dans l'espace ou dans le temps, c'est-à-dire plusieurs procédures dans l'année ou plusieurs procédures en même temps dans différentes juridictions, c'est des choses qui sont déjà vues. Et enfin, les demandes disproportionnées et les inégalités de moyens entre le poursuivant et le défendeur. Dorothée, en France, vous y travailliez pas avant? Alors, non. Nous, on travaille surtout dans là où il y a des régimes autoritaires, ou là où la liberté de la presse est vraiment en danger. La France, on a commencé à travailler en France que depuis 2-3 ans. Normalement, la liberté de la presse est très bien protégée avec la loi de 1881. Nous, une ONG comme nous, on n'a rien à faire en France. Le problème, c'est que ça a vraiment changé depuis 2-3 ans et que la France n'a vraiment pas du tout un bon track record en ce qui concerne les attaques contre les journalistes. Je peux en parler un peu plus après, si tu veux. Bien sûr. Donc, alors, peut-être je vais parler plus des SLAPS et des procédures Bayon. Maintenant, ce type de procédure représente plus de la moitié des cas sur lesquels on travaille à Mediadéfense. Je vais vous donner un exemple, mais du Brésil. On a soutenu un journaliste qui s'appelle JP Cuenca, qui travaille pour Deutsche Welle et qui, à la suite d'un tweet qu'il a publié sur son feed, une satire, donc était accusé avec 143 procès, d'accord, 143, dans plus de 140 cours dans tout le pays, sauf là où il habite à Brasilia. Ces procès ont été intentés par une organisation qui s'appelle l'Église universelle, qui est en fait une multinationale ultra riche et qui opère plein de succursales dans plus de 100 pays. Donc nous, à Mediadéfense, on a coordonné la réponse. Comme ça, Cuenca, il a pu être représenté dans toutes ces instances. À ce jour, il n'a perdu aucun des procès. On en a gagné 120 et le reste, c'est en cours. Donc là, vous vous dites, ok, c'est le Brésil, Wild Wild West. En fait, le problème, c'est qu'en France, ces procès Bayon ont existé depuis longtemps. Ils ont été peu étudiés, peu connus avant 2018 et concernaient surtout les enseignants-chercheurs ou attaquaient des organisations emblématiques telles que Greenpeace. En revanche, ces procès Bayon ont concerné les journalistes de plus en plus ces dernières années. 2022 a été une année record en Europe et surtout en France, qui recense maintenant le plus de procès Bayon en Europe, juste derrière Malte et la Pologne, ce qui est plutôt problématique pour notre liberté de la presse. Donc à Mediadéfense, nous avons l'impression d'avoir affaire à un mode opératoire qui est systématique. C'est un modèle commercial pour certains avocats et une solution de facilité pour ceux qui enclenchent ces poursuites. Il suffit d'avoir de l'argent et d'envoyer des recommandés, c'est tout. Pourquoi il y a cette accélération de ces procès, de ces procédures Bayon? En fait, la profession de journaliste a énormément évolué ces 20 dernières années. Il y a de plus en plus de pigistes, de freelance ou de médias indépendants
qui ne bénéficient pas des ressources juridiques que les grandes maisons de presse peuvent apporter à ces journalistes. Il y a de plus en plus de travail d'investigation de qualité qui mettent en lumière des problèmes de corruption ou de dommages environnementaux par certaines grandes entreprises. Et enfin, comme on l'a mentionné, les avocats deviennent de plus en plus créatifs et parviennent à contourner la loi de 1881 en saisissant les tribunaux de commerce. Donc c'est arrivé aussi avec Reflet au tribunal de commerce de Versailles et donc le Poulpe, média indépendant normand, au tribunal de commerce de Rouen. Et donc, c'est raisonnable de se dire que les juges de ces tribunaux de commerce n'ont peut-être pas l'expérience ni la formation de décider sur des affaires en rapport aux droits de la presse, aux droits des journalistes et à la protection des sources. Et toi, Hugo, tu as subi une procédure Bayon cette année, tu es même en plein dedans. Oui. Est-ce que tu peux raconter déjà, en fait, quel est l'article, ou plutôt quels sont les articles qui ont déclenché cette procédure ? Ouais. Alors, faut savoir que je suis tout jeune journaliste, je suis sorti d'école il y a à peu près 1 an et demi, et j'ai commencé à travailler pour Médiacité, qui est un média local d'enquête à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, il y a à peu près 1 an. Et c'était ma première enquête, en fait, et on a reçu l'assignation en justice, qui est 1 mois après la diffusion de la première enquête. En fait, j'ai enquêté sur un promoteur immobilier à Lyon, qui s'appelle Alila, qui est un important promoteur, en tout cas dans la région lyonnaise. Et on a révélé le fait qu'il avait une certaine habitude de ne pas payer certains de ses fournisseurs, notamment des entreprises, des boîtes du BTP. On a raconté ça début février 2023 et le 1er mars, Jacques Transo, qui est le directeur de la publication du journal, a reçu cette assignation en justice pour diffamation. Donc voilà, moi c'était ma première enquête, donc j'étais là, mince, ça commence mal. Si déjà dès ma première enquête, je coûte de l'argent au journal et qu'ils doivent dépenser des sous pour un avocat. Donc il y a eu cette première procédure, et pour autant, le journal indépendant a dit on continue en fait à enquêter, on a d'autres informations qui nous viennent sur ce promoteur-là, on apprend qu'il ne paye pas aussi d'autres entreprises pour la construction de son château privé à Écully, et on a des infos, on publie. Donc on a continué à enquêter, à faire notre travail à Médiacité, et à côté de cela, il y a un autre confrère du même journal, Médiacité, Mathieu Péris, qui a aussi enquêté sur ce promoteur et qui a sorti d'autres affaires, notamment d'harcèlement moral et de comportement peu vertueux du président directeur général d'Alila. Il a révélé ces informations aussi dans Médiacité, et c'est sur cet article-là qu'on a eu le 7 avril, donc il faut savoir, un peu plus d'1 mois après la première assignation en justice, on a reçu dans la boîte aux lettres une seconde assignation en justice de la part d'Alila, pour diffamation toujours. Donc c'est là, à partir de la deuxième, qu'on s'est dit, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de procédure Bayon ? On reçoit une assignation en justice, à peine 1 mois après, un peu plus d'1 mois après, on en reçoit une deuxième. C'est là que Médiacité, on s'est fait la réflexion, on s'est dit, ok, a priori, il n'y a pas de définition juridique, mais on doit pouvoir parler de procédure Bayon. Il y a une tentative au moins de faire taire le journal, parce qu'il y a un modèle économique qui est très précaire, celui de Médiacité, ou le modèle vivote en ce moment. Et donc voilà, on a fait ce choix d'utiliser ce mot-là à ce moment-là. Et pour un journal indépendant qui a peu de ressources, surtout que c'était le moment en fait, où Médiacité en était à ses 16 ou ses 17e procès Bayon. Ils ont reçu, enfin pas procès Bayon, mais procès en tout cas, procédure judiciaire, beaucoup de procédures en diffamation. Pour vous donner quelques chiffres un petit peu, ça fait 7 ans que le journal existe. Il y a eu aujourd'hui 21 procédures, dont 18 en diffamation. Il y a eu 10 victoires, 9 qui sont en attente, parce que la justice est assez lente, donc il faut attendre. Il y a une défaite qui est en appel et une défaite définitive. Et le coût global estimé, pour l'instant, pour le journal, c'est 50 000, hors les frais de déplacement et de temps passé par les journalistes. Ce qui est relativement très peu pour un média, 50 000 pour 21 procédures, parce qu'on a un avocat qui fait du low bono, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire qu'il fait, il défend les médias indépendants et il fait la procédure pour pas cher, grosso modo. Il fait une ristourne, ce qui permet à Médiacité de continuer à faire son travail d'enquête, malgré cela. Mais pour autant, ça pèse sur les finances. C'est quelque chose dont Médiacité se serait bien passé. C'est de l'argent qu'il faut trouver en plus.
Donc tout de suite aussi, on a réfléchi à comment on pouvait trouver cet argent, malgré le fait que l'avocat Vincent Filola fait une ristourne. On a mis en place le don, et heureusement, on a plusieurs donateurs, lecteurs qui ont fait des dons. Mais et suite à cela, il y a eu une troisième assignation en diffamation. En fait, pendant le procès, en fait, ils ont joint la première et deuxième assignation en diffamation dans un procès. Et c'était au mois d'octobre. J'y étais du coup pour plaider. J'étais pas attaqué, c'était le directeur de la publication qui était attaqué, mais j'étais là pour défendre le journal, pour raconter mon enquête en fait à la barre du tribunal. Et c'est à ce moment-là que l'avocat Dalila, du promoteur, a dit et on vous assigne pour une troisième plainte en diffamation sur un troisième article que vous avez écrit. Donc bon là, on est sur une procédure Bayon clairement. On s'est dit qu'il y a plus l'ombre d'un doute, d'autant plus que il y a d'autres médias qui ont écrit sur ce promoteur, qui ont révélé, qui ont raconté la mise en examen, qui ont raconté l'information judiciaire. Donc voilà, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a Lucille qui m'a contacté, Berland, et c'est là qu'on s'est dit, il y a plusieurs journalistes aussi qui étaient dans la même situation. Il y avait l'histoire du poulpe, comme vous avez raconté, il y avait Reflet, Mediapart aussi, qui font face à cette procédure Bayon. Et on s'est dit, mais on est combien là, en fait, à être dans cette situation de médias, de journalistes. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu cette réflexion de créer l'OFALP pour tenter de compter le nombre de procédures Bayon, pour tenter de mettre des mots sur ces atteintes à la liberté de la presse. Il y a la procédure Bayon, mais il y en a aussi d'autres. Et donc voilà, c'est tout ce travail, je pense, qui va être fait par l'OFALP et qui est très important pour objectiver ce que chacun on aperçoit. Nous, Médiacité, on se dit ok, 21 c'est beaucoup, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs ? À quel point c'est vertigineux le nombre d'atteintes aujourd'hui. Et Pauline, avec Sherpa, dans le cadre de votre travail de définition, vous avez vous-même fait un petit recensement de toutes les procédures Bayon, donc pour les journalistes, mais aussi en dehors de la presse, depuis 2008 ou 2013. Vous en avez recensé combien ? On en a un peu plus de 80, mais c'est un travail qui est encore en cours. Et par exemple, ces derniers mois, il faut absolument qu'on le mette à jour, vu qu'il y a eu beaucoup de procédures Bayon depuis les 2 dernières années en France. Et sachant que nous, on travaille que sur des sources ouvertes, entre guillemets, enfin, on est alerté d'une procédure Bayon parce qu'on voit un article là-dessus, mais il y en a probablement beaucoup plus parce que les médias ne communiquent pas forcément dessus à chaque fois. Et une chose qui est assez folle dans cette histoire avec Alila, c'est le fait que en fait, Alila a été condamnée pour procédure abusive et ça n'a pas du tout arrêté ce qui Sur le moment, non, ça n'a pas arrêté son avocat, mais c'est vrai que c'est une chance sur la plupart des procédures. En fait, pour les médias, ils ne peuvent pas demander de dommages et intérêts sur la diffamation. C'est compliqué en tout cas de les obtenir, ces dommages et intérêts. Et là, l'avocat de Médiacité a décidé de contre-attaquer, entre guillemets, en demandant à ce qu'ils soient condamnés pour abus de constitution de partie civile, c'est-à-dire grosso modo qu'ils utilisent l'argent nécessaire à l'utilisation de la justice de manière abusive. Et Alila et le promoteur a été condamné pour ça en première instance. Il a fait appel. Je vais à l'appel le 12 avril à Lyon. Et donc voilà, déjà c'est un soulagement de savoir que la juge a considéré que là, on était clairement sur quelque chose qui était abusif. Et il faudrait que ce genre de jugement soit davantage la norme pour qu'on puisse, pour que les jeunes médias indépendants qui sont attaqués puissent ne pas subir cette pression financière. Il y a une condamnation, mais les montants ne sont pas très élevés en fait. Ce qu'on voit, c'est 5 000 €, je crois, de dommages et intérêts, 5 000 € de remboursement de frais de justice. C'est ça, ça fait 10 000 € au total, sachant qu'ils demandaient, je crois, à peu près 60 000 €. Donc oui, c'est relativement peu, et d'autant plus quand il y a les frais d'avocat, même si c'est à des frais très... Enfin, ça ne rembourse pas de toute façon les 50 000 € qui ont été dépensés, ça fait 40 000 quoi. Pauline, Dorothée, est-ce que vous savez si ça arrive souvent qu'il y ait des condamnations comme ça en France et du coup pas exactement sous le terme de procédure Bayon, mais pour des procédures ou des abus de procédure? Peut-être tu peux compléter. Alors, d'expérience, non, c'est assez rare. C'est justement une partie du problème, c'est qu'en soi, il y a des dispositions dans le code de procédure civile et dans le code de procédure pénale qui sont censées sanctionner l'abus du droit d'agir en justice, mais les juges sont très réticents à les faire appliquer.
parce qu'à côté de ça, il y a le principe de l'accès au juge et c'est aussi quelque chose qui est très important. Et du coup, les juges y réfléchissent à 2 fois. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté, il faut vraiment être allé très très loin pour être sanctionné. Et quand c'est le cas, quand les sanctions sont prononcées, elles sont assez faibles. On est rarement sur plus que 5 000 euros. Et du coup, toi, Hugo, c'est ta première enquête, mais tu as eu la chance d'être soutenu par ton média, Ouais. même si ils n'ont pas les reins aussi solides que des gros médias, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont ciblés. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on subit soi-même une procédure bâillon ? Déjà, toi, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui serait dans la même situation ? Parce que ça ne doit vraiment pas être facile, quand on est jeune journaliste, de subir ça. C'est pas évident, c'est sûr qu'il faut être par une rédaction, c'est mieux d'être soutenu par une rédaction qui vous soutient. Tu posais la question sur, pardon, j'ai oublié ta question, c'était sur... Qu'est-ce que tu recommanderais d'expérience ? Ouais, c'est pas... disons que quand on est soutenu, je recommanderais j'ai pas de recommandation particulière à faire, je pense. je sais pas, mais il n'y a pas de... À partir du moment où on est soutenu, ça se passe bien. C'est sûr, on va pas publier une enquête tout seul si on n'est pas soutenu par un média, parce qu'il y a un risque judiciaire qui est important. Donc, à partir du moment où on publie des informations qui sont sérieuses, qui sont vérifiées, qui sont recoupées, il y a assez peu de crainte à avoir, et je pense pas justement qu'il faut avoir de crainte à publier des informations et avoir la peur de cette diffamation. Donc, le conseil que je peux dire, c'est publier et vous verrez après. Dorothée, vous avec Media Defense, vous accompagnez notamment des journalistes qui ne sont pas forcément soutenus par leur rédaction, des journalistes pigistes qui vont se retrouver un peu seuls face à ça. Qu'est-ce que tu leur recommandes de faire ? Alors, on recommande plusieurs choses. Bon, d'abord, évidemment, se former, connaître ses droits, surtout si vous êtes pigiste. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet et gratuitement. En cas de doute, faire relire l'article par un avocat avant sa publication. Et surtout, quand vous recevez une lettre recommandée, ne pas se laisser intimider. Autrement, la procédure bâillon aura atteint son objectif. Contactez un avocat. Il y a pas mal de cabinets qui sont spécialisés et qui offrent leurs services pro ou low bono. Il y a aussi des organisations qui peuvent financer vos frais d'avocat, donc, comme la nôtre par exemple. Donc contactez-nous et puis on peut voir si on peut vous aider financièrement. Si vous n'avez pas d'avocat, on peut vous en trouver un, vous en recommander un et vous mettre en contact. Et puis, faites un travail de communication. Donc, il faut partager ces alertes, informer le public sur ces pratiques, comme l'ont fait Médiacité avec leur article super bien avancé à la barre, s'il vous plaît. Et dans les cas extrêmes, si vraiment vous perdez votre procès, vous avez tous les recours ont été épuisés, nous pouvons monter votre affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme avec nos avocats, nous en interne. Mais ça, c'est vraiment dans des situations si ça ne marche pas au niveau national. Et puis, il y a la situation individuelle, mais aussi collectivement. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas face à quelques cas isolés. C'est vraiment un problème de société qui pose évidemment des problèmes pour les journalistes qui y sont confrontés, mais aussi pour ceux qui pourraient craindre de l'être, et pour l'ensemble des citoyens et à leur droit d'être informés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce phénomène et essayer de le contrer ? Alors, partager la blacklist de ceux qui abusent la loi et intentent ces procès. Donc, c'est bien qu'on commence à compiler cette liste et qu'elle soit publiée. Faites-vous un réseau, surtout si vous êtes freelance. Partagez les affaires entre vous, discutez. Faites-vous connaître auprès des associations et des collectifs. Et puis, il y a un gros boulot, ça c'est pour Sherpa, de réformer la loi, tant d'un point de vue européen, mais aussi d'un point de vue national. La diffamation constitue le fondement juridique le plus efficace pour intenter des procédures bâillons et restreindre la liberté d'expression. Il serait vraiment souhaitable de repenser le régime procédural du droit de la presse et peut-être de préconiser des modifications de la loi de juillet 1881 en France.
Ouais, et si je peux ajouter juste sur les conseils que je pourrais formuler, notamment pour un pigiste, journaliste indépendant, en plus d'avoir un média qui vous soutient avant de publier une enquête qui potentiellement peut être attaquée en diffamation ou attaquée en justice, c'est oui de s'informer sur ses droits, s'informer, savoir que c'est pas nous directement journalistes qui sommes visés, mais le directeur de la publication, du journal, qui reçoit cette assignation, et donc on est protégé par le droit de la presse, justement pour ne pas directement être impacté par ça. Donc voilà, s'informer, c'est le meilleur conseil en tout cas que je pourrais donner. Et moi, je me suis un peu informé sur le tas quand j'ai découvert ça. Je dis bon, ben voilà, c'est quoi procédure en diffamation, parce que j'avais pas trop suivi de cours de droit de la presse à l'école. Enfin, en tout cas, il n'y en avait pas dans mon cursus. Et du coup, ça m'a permis, j'ai un peu fait un cours de rattrapage en accéléré. Mais ouais, informez-vous sur le droit de la presse, quoi, sur vos droits. Dorothée, justement, avec Media Defense, vous avez fait, alors c'est en anglais, mais vous avez fait pour le JGN, une petite fiche pour connaître ses droits, justement, en tant que journaliste. Elle est disponible en anglais, en français, en arabe, en espagnol et en portugais. Donc le GIGN, c'est Global Investigative Journalism Network, donc c'est un grand collectif de journalistes d'investigation dans le monde entier. Donc voilà, ces ressources sont disponibles en PDF. Je crois que tu vas partager le lien ensuite. Et il y a ça, et puis il y en a plein d'autres. Hein, vraiment, il y a énormément d'associations et de collectifs qui ont produit ce type de ressources pour lesquelles vous avez accès gratuitement. Et pareil, dans le doute, contactez-nous. On peut essayer de vous conseiller si jamais il y a un souci avant la publication. Et Pauline, avec Sherpa, vous travaillez aussi sur ces questions-là au niveau de faire en sorte que ça ne soit pas que aux journalistes ou aux rédactions de se protéger elles-mêmes, mais que la loi elle-même devienne plus protectrice. Il y a un contexte un peu particulier avec la directive européenne. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est cette directive? Parce qu'on peut en avoir entendu parler, mais c'est assez compliqué à comprendre de saisir tous ces enjeux-là. Oui, carrément. En fait, justement... il y a aussi ce contexte dont on a parlé d'augmentation des procédures bâillons et de multiplicité des formes qu'elles peuvent revêtir. Donc ça devenait un petit peu urgent de faire quelque chose. Et comme c'est sur tout le continent européen, c'est au niveau européen qu'il y a eu une grosse mobilisation. Notamment à partir du moment où il y a eu cette journaliste maltaise qui a été assassinée en 2017 alors qu'elle enquêtait sur la corruption. Et au moment de son assassinat, elle faisait face à plus de 40 procédures en diffamation. Donc cette future directive va s'appeler la Daphne's Law, il l'appelle du nom de Daphne Caruana Galizia. Mais peut-être d'abord rappeler rapidement ce que c'est une directive, parce que j'ai bien conscience qu'on est, nous d'autres juristes, un petit peu le nez dans le guidon parfois. Une directive, c'est quand l'Union européenne adopte un texte et demande aux États, à tous les États de l'Union européenne, de changer leurs droits pour le rendre conforme à ce que l'Union européenne a décidé sur un ensemble de points. C'est différent d'un règlement, par exemple le règlement européen sur la protection des données, là le RGPD. Le moment où l'Europe l'a signé, il est entré en vigueur partout dans tous les États membres avec les mêmes phrases. C'était le même droit partout. Une directive, ça laisse un peu plus de marge aux États membres. C'est un texte, et les États membres, ils doivent arriver au résultat demandé par l'UE en changeant leurs droits pour se conformer à ça. Donc, cela étant précisé, effectivement, il y a une directive qui vient d'être adoptée par le Parlement européen fin février, qui doit encore être signée par l'autre institution européenne qui travaille là-dessus, et qui devrait être publiée d'ici fin avril. Et ensuite, les États auront 2 ans pour changer leurs droits de manière à se mettre en conformité avec ce qu'elles prévoient. Donc vous voyez que c'est un processus un peu long, mais entre guillemets tant mieux, parce qu'il va y avoir du travail en termes de mobilisation sur lequel on ne compte pas rester les bras croisés à Sherpa. Parce que du coup, cette directive qui cherche à lutter contre les procédures bâillons, concrètement, elle prévoit des mesures de protection qui peuvent être invocables par les journalistes, mais aussi par les lanceurs d'alerte, les associations, les universitaires, etc. Et la mesure phare du texte, c'est une mesure de rejet rapide. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand la procédure est manifestement infondée, le juge doit pouvoir l'écarter tout de suite, à un stade vraiment précoce de la procédure, pour éviter à la victime des poursuites bâillons de dépenser le temps et l'énergie dont on a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que
une directive, la négociation d'une directive, c'est très politique, et que du coup, au niveau des négociations, le Parlement européen voulait aller très loin, les États membres de l'Union européenne n'avaient pas très envie de beaucoup changer leurs droits, donc le texte a des limites qui sont quand même assez importantes, notamment sur ce à quoi il va s'appliquer. En principe, les poursuites pénales ne sont pas censées être concernées. Donc ça veut dire que les constitutions de partie civile en matière pénale, donc tout ce qui est diffamation notamment, c'est pas sûr que le texte s'applique à ça, ce qui est une limite très importante, puisqu'en France, la diffamation, c'est le principal fondement pour faire des procédures bâillons. Et il y a aussi un problème dans le fait que, à cause de ce sur quoi l'Europe a le droit de légiférer, elle n'est pas censée pouvoir légiférer sur tout, et ben, le texte est censé s'appliquer seulement aux procédures qui ont une incidence transfrontière. Et il y a eu tout un débat dans les négociations européennes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire une incidence transfrontière. Est-ce que si mon texte il concerne un sujet européen, ça a une incidence transfrontière, ou est-ce qu'il faut que la personne qui me poursuive soit domiciliée dans un autre État membre? Et en l'état, le texte adopté n'est pas extrêmement généreux sur ce que ça veut dire transfrontière. Mais cette directive, elle n'empêche pas du tout les États d'aller plus loin. Au contraire, il y a même un article qui précise que les États membres peuvent aller plus loin. Il y a même dans les considérants, il y a presque un encouragement à le faire. Donc c'est un premier pas, et on a 2 ans avant la date limite pour qu'elle soit transposée. Et il va y avoir un gros travail en termes de mobilisation au niveau national pour demander aux législateurs français d'aller plus loin et d'étendre les mesures qu'elle prévoit, et que, par exemple, ce rejet rapide, on puisse l'invoquer aussi en matière de diffamation pour être bien protégé. En fait, si je comprends bien, si la directive était appliquée en l'état à la lettre dans le droit français, une affaire, par exemple, comme celle subie par Hugo, elle ne serait pas concernée par la directive par la loi. Ça ne changerait rien à la situation qu'il subit, par exemple. Oui. Tout à fait. C'est problématique. Justement le problème. Oui, carrément, c'est ce qu'on a dit. C'est quoi la position de la France par rapport à ça? La France a joué un jeu très ambigu dans cette directive, comme souvent. Officiellement, la France soutenait le texte et voulait lutter contre les procédures bâillons, mais en faisant attention à l'accès aux juges. Et où, du coup, on a eu énormément de mal à avoir une réponse claire des autorités françaises. De ce qu'on comprend, ça n'a pas été les pires, mais ça reste un pays qui a fait en sorte que le texte ne soit pas trop large. Voilà. Et du coup, avec Sherpa, mais aussi il y a plein d'organisations qui réfléchissent et qui veulent se saisir de cette opportunité-là pour essayer de faire changer le droit. Et on parle beaucoup en ce moment d'une possible loi sur les médias et qui permettent d'agir. Quelles sont les pistes un peu de réflexion sur les outils juridiques qu'on pourrait avoir pour mieux être protégés? Justement, oui, ce qui est super, c'est qu'en ce moment, en France, on a vraiment certes, on a plein de procédures bâillons, on a dit, mais il y a aussi une espèce de construction collective vers une réflexion sur ça. Il y a les états généraux de l'information, mais il y a aussi les états généraux de la presse indépendante. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment de réflexion sur comment faire pour protéger les journalistes dans leur travail. Et dans le cadre de ces états généraux de la presse indépendante, justement, il y a eu un livret de propositions, de 59 propositions pour réformer la presse. Et il y en a plusieurs qui cherchent à protéger les journalistes. En gros, l'idée, ce serait de définir clairement et ambitieusement les procédures bâillons, de garantir leur rejet rapide des tribunaux et leurs sanctions, ce que prévoyait de faire la directive, mais en gros d'aller plus loin et d'inclure des procédures purement nationales et du pénal, comme le cas de Médiacité. Donc définir et réprimer les procédures bâillons. On proposait aussi, dans le cadre des états généraux de la presse indépendante, de mettre en place dans le droit des immunités de poursuite civiles ou pénales pour les journalistes à partir du moment où ils font leur travail. Donc c'est carrément une étape au-dessus, quoi. Pour les empêcher, pour empêcher les poursuites contre les journalistes qui viendraient les empêcher d'agir. On a aussi comme proposition de restreindre, de redéfinir les notions de secret des affaires et de secret de la défense nationale
pour les restreindre aussi, parce qu'en l'état, c'est des notions qui sont très floues et très larges, et c'est un fondement classique de procédure bâillon. On l'a vu avec l'affaire Ariane Lavrieux, jusqu'où ça pouvait aller le secret de la défense nationale. Et le secret des affaires, c'est très utilisé aussi par les entreprises pour empêcher les journalistes de faire leur travail. Et puis, dernière série de propositions, on a plusieurs points où on demande un renforcement du secret des sources, parce qu'en l'état, le droit français ne permet pas du tout de protéger suffisamment bien le secret des sources, et donc on demande de mieux encadrer sa levée, de revenir sur cette notion d'impératif prépondérant d'intérêt public qu'il y a dans la loi qui justifie la levée du secret des sources et qui en fait est très flou et permet aux autorités policières et judiciaires de faire un peu ce qu'elles veulent, sans vouloir être trop pessimiste. Donc voilà le cœur des propositions qu'on a formulées sur ça. Merci. Et avant qu'on passe aux questions, je laisse le mot de la fin à Hugo. Je voulais partager quelques réflexions perso. C'est comme je vous le disais, je suis journaliste depuis maintenant 1 an et demi, en tout cas en indépendant, donc en pigiste. Je travaille pour plusieurs médias, Médiacité, Arrêt sur Image, Disclose. Et en fait, ce pourquoi aussi j'ai rejoint l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, c'est qu'il y a eu ces procédures bâillons Médiacité. Mais il y a aussi d'autres atteintes. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai pour l'instant 3 dossiers sur lesquels j'enquête un petit peu. Il y a ce promoteur-là, Alila pour Médiacité. Il y a la question des pollueurs aux polluants éternels, aux PFAS, dans la vallée de la chimie près de Lyon. Et notamment, j'enquête sur la société Arkema, qui est un grand industriel français. Et sur un autre sujet, j'ai publié une enquête récemment sur le mal-être étudiant à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Donc j'ai un peu 3 dossiers d'enquête, et sur les 3, il y en a 2 où, avant publication, on m'a dit attention, on peut peut-être faire une action en justice si vous publiez, que sont Alila et l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Et donc ça m'amène plus une réflexion sur est-ce qu'on peut qualifier ça d'une atteinte ou en tout cas d'une pression, parce qu'avant publication, on dit voilà, il y aura peut-être une action en justice derrière. Il y a aussi la conséquence de tout ça, je pense que c'est une atteinte dans le sens où, avant publication, notamment sur Arrêt sur Image, et ben, quand on reçoit ce genre de message, on relit avant, on fait relire par un avocat. La question, elle n'est plus désormais de est-ce que c'est vrai ou non ce que tu affirmes, mais elle est de comment on se protège, nous, médias, pour laisser l'angle le plus petit possible à l'avocat en face si jamais ils attaquent en diffamation. Et du coup, il y a certaines informations qui sont béton, qui sont vérifiées, et vous les enlevez, il y en a d'autres que vous gardez. C'est un choix qui se fait avec la rédaction en chef. Et en fait, de facto, finalement, c'est une atteinte à la liberté de la presse, liberté d'information. Une pression aussi, et voilà, je me questionne, je viens de commencer depuis 1 an, il y a un confrère il y a pas longtemps qui m'a dit bienvenue dans le grand bain. Oui, bienvenue dans le grand bain, mais en même temps, ce grand bain, si à chaque fois que je publie une enquête, faut relire par l'avocat, et que l'avocat à chaque fois il amende l'enquête, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a un droit, bien sûr, des gens, des entités, des entreprises à porter plainte, et ça, je ne dis pas qu'il faut supprimer ce droit, mais la question de la judiciarisation systématique d'une enquête parce qu'elle a déplu, ou de la menace d'une judiciarisation, de la pression qui est mise sur les journalistes, c'est un problème, et c'est pour ça que je pense que le travail de l'OFALP, qu'on vient de créer, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, est important pour pouvoir comptabiliser tout ça, pour pouvoir l'objectiver, le raconter dans un rapport, et pas seulement que ce soit un ressenti de tout le monde, de oui, on a un peu plus attaqué, etc. Pour pouvoir après aussi mener un travail de conviction politique pour dire voilà, il y a un vrai problème aussi, parce que c'est la liberté des gens, c'est la liberté d'information des gens, d'informer les gens à la fin derrière qui est impactée. Il y a un vrai problème, et il faut qu'au niveau politique, les responsables s'en saisissent, et c'est pour ça que ce travail, je pense, est très utile, et j'invite les gens qui ont du temps à consacrer à rejoindre aussi l'OFALP, parce qu'il y a tout un travail de vérification des atteintes, aussi de leur justification. Est-ce que, voilà, comme je disais, cet exemple-là, d'invoquer une possible action justice avant la publication d'un article, est-ce que c'est une atteinte, oui ou non? Il y a tout un débat aussi sur toute la question du degré d'atteinte, par exemple. On ne peut pas mettre ça à côté d'une atteinte qui est une censure ou une menace de mort. Il y a une gradation à faire, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'il faudra mener ensemble, et n'hésitez pas à rejoindre l'OFALP pour mener ce travail tous ensemble.
Merci Hugo, merci Pauline et Dorothée. Alors maintenant, on va avoir un petit temps pour prendre des questions. Faut l'allumer, effectivement. Candice va vous passer le micro. Vous avez dit au tout début, je crois, que la plupart des médias qui sont attaqués en justice, c'est les médias indépendants. Alors, vous me dites s'il faut nuancer ça ou pas, mais voilà, s'il n'y a pas besoin de nuancer sur ça, moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous pensez que c'est les médias indépendants surtout qui sont attaqués, et est-ce que vous pensez que c'est aussi un symptôme de leur nécessité dans le panorama médiatique français ? Merci beaucoup. Alors, sur les 1200 affaires sur lesquelles nous avons travaillé, 80-85% concernent les médias indépendants. Donc voilà, donc c'est juste statistiquement, en fait, surtout pour les procédures bâillons, hein, là on parle. Les grandes maisons de presse, bon déjà souvent sont quand même à la manne avec les grandes entreprises, hein, comment dire, ces articles qui dénoncent la corruption, etc., sont souvent, en tout cas, publiés d'abord par des médias indépendants. Ensuite, ils sont relayés par la BBC, etc. Mais bon, l'auteur de l'article ou le directeur du média indépendant sont, eux, en tout cas, attaqués pour les procédures bâillons. Donc, ouais, voilà, c'est juste pour vous dire, 80-85% de nos affaires, nous, de procès bâillons, ce sont des médias indépendants ou des individus. Est-ce que c'est pas aussi parce que quand une entreprise ou un particulier attaque un média indépendant, il sait qu'il y a beaucoup plus de risques de limiter et d'impacter la sortie, alors que sur un média qui a un peu de moyens, ils sont beaucoup plus solides. Ouais, par exemple, pour Médiacité, donc, les 21 procès, ça représente le revenu de 730 abonnés par an. C'est ce que m'a dit ton confrère Jacques. Du coup, quand on se fait intimider, quand on reçoit cette menace d'être attaqué, quand on a un média indépendant ou un pigiste, on réfléchit à deux fois. On n'a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de moyens. Donc, c'est un moyen de pression. Et voilà, ils essayent. Après, on peut continuer à publier, bien sûr, mais il y en a, je sais pas moi, c'est difficile à quantifier, mais peut-être 30-35% décident de ne pas publier ou de changer, vraiment altérer énormément l'enquête. Vas-y. Moi, ce que je ressens de ce que vous venez de dire, c'est que les journalistes paraissent très démunis et seuls, même si vous les aidez beaucoup. La question que je me pose, mais là-dedans, quelle est la position des syndicats de journalisme quant à l'aide à apporter à tous les journalistes ? Je ne vais pas répondre sur les syndicats, mais juste pour vous répondre, je ne sais plus qui posait la question. Il y a aussi un autre point, je pense, qui fait que c'est souvent des médias indépendants qui sont attaqués, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas tout un service juridique derrière pour nous aider, parce que l'avocat fait déjà du pro bono. Donc aussi, sur notre temps perso, on travaille pour contacter les sources qui potentiellement pourraient témoigner à la barre. Ça demande quand même du temps, ça prend une certaine énergie de compiler tous les faits, de revérifier, relire tout ce qu'on doit dire à la barre. Je pense qu'il mise aussi sur ça, sur l'effet lassitude, quand le directeur de la publication, Jacques Tranceau, aujourd'hui, il est fatigué, clairement, il vient à la barre, mais il aimerait faire autre chose, il aimerait faire du journalisme, il aimerait écrire des articles. Et aujourd'hui, il se balade en France pour aller dans toutes les chambres presse, quoi. Donc je pense qu'il mise là-dessus, et d'autant plus que la troisième assignation Médiacité, il y a aussi un autre média qui a été assigné, qui s'appelle L'Informé. Et L'Informé aussi, c'est un média qui a été créé récemment, qui est sur le web et qui fait des enquêtes économiques, et qui, pareil, a un modèle économique qui vivote, quoi. Enfin, en tout cas, qui vient d'être créé et qui n'a pas forcément les reins solides comme un gros groupe de presse. Merci Hugo. Et donc pour revenir sur la question, évidemment, nous on ne va pas parler pour les syndicats, mais on a de la chance parce qu'on a Alexandre Buisine, qui est membre de l'OFALP aussi, et qui est membre du bureau national du SNJ, le syndicat majoritaire des journalistes. Voilà, donc en fait sur une procédure bâillon, c'est le média qui est attaqué quand même. Le journaliste n'est que complice.
Non mais légalement, hein, je parle d'un point de vue légal, c'est-à-dire que c'est le média qui est attaqué. Donc le rôle des syndicats n'est pas forcément d'aider financièrement. En tant que citoyen, on peut aider Mediacité, moi je peux le faire, aider des Mediacités en s'abonnant ou en se réabonnant ou en versant quelque chose pour aider sur ces procédures-là. En tant que syndicat, on n'est pas là pour aider un média en tant que tel financièrement sur une procédure. Par contre, effectivement, notre rôle, et celui qu'on essaye de remplir, et je pense qu'on le remplit honnêtement là-dessus, c'est effectivement de faire savoir, en fait, parce que il y a deux choses. Il y a l'aspect financier, effectivement, et il y a le fait de faire savoir sur ces procédures-là. Mediacité a très bien fait avec Alila pour faire savoir, plus anecdotiquement, mais quelques mois, années avant, je ne saurais plus dire, Nicolas Barrican, le rédacteur en chef de Mediacité Lyon, s'était retrouvé effectivement au mépris de la loi sur le secret des sources, sur l'atteinte au secret des sources, effectivement, convoqué par la gendarmerie, par un maire pour des trucs hallucinants. Le SNJ s'en est fait l'écho pour faire savoir que ce n'était pas admissible, ni de la part du maire en question, ni effectivement de la part de la gendarmerie en question, qui, au mépris effectivement de la loi sur la protection du secret des sources, le convoque pour être entendu pendant 1 heure ou 2 et continue à lui demander mais comment vous avez obtenu les documents ? Secret des sources, non. Voilà. Il y a le cas de Benoît Colomba qu'on a à l'époque largement popularisé. On y a encore consacré plusieurs pages, puisque c'était Dominique Pradalier qui l'avait interviewé à l'époque, parce que lui, il a eu une très longue procédure contre Vincent Bolloré. De mémoire, ça a duré 10 ans, enfin l'ensemble des procès qu'il a eu avec Vincent Bolloré, que ce soit au titre de ce qu'il a fait pour Radio France, du livre qu'il a sorti ensuite et compagnie, ça a duré 10 ans. Faire savoir effectivement comment Vincent Bolloré agit dans ces cas-là, la longueur de ce type de procédure et autres, voilà, on aide à populariser pour mettre un terme et puis on sera effectivement aux côtés de tous ceux qui on était partie prenante des EGPI, et on sera aux côtés de tous ceux qui effectivement voudront mettre dans la loi une définition des procédures bâillons et des sanctions rapides par rapport à ça. Alors, on a plusieurs questions. Bien sûr, allez-y. Élise Descamps, secrétaire générale de CFDT Journalistes. Donc, juste sur le rôle des syndicats, effectivement, notre rôle n'est pas forcément... par exemple, de relire un papier pour vérifier qu'il n'y a pas de risque, parce qu'on n'est pas juriste, mais c'est déjà de rappeler aux salariés qu'il n'est que, entre guillemets, salarié, et que ce n'est pas à lui de décider, c'est à son éditeur de décider si le papier il prend trop de risques ou pas. Nous, on a déjà été sollicités par des pigistes qui nous disaient comment je peux faire, j'ai un papier, une enquête, j'ai peur. Voilà, je voudrais savoir si je suis attaquable. Je dis mais non, mais c'est ton média qui est attaquable, donc c'est à toi. Parce qu'elle me disait comment je peux faire pour payer un avocat. Je dis c'est à ton éditeur de s'en assurer et de prendre un avocat. Ensuite, une fois l'atteinte, on peut effectivement dénoncer. On peut aussi, il y a des recours, par exemple dans le cas d'Ariane Lavrieux. Nous, récemment, on a saisi le défenseur des droits, on a saisi le contrôleur des lieux de privation et de liberté pour dénoncer ce qui s'était mal passé. Donc, toutes les irrégularités, on peut aussi les dénoncer par des voies, en saisissant les instances ad hoc. Ensuite, en intersyndical, on a aussi récemment, je ne sais pas si ça a été rappelé, je suis arrivée en cours de route, je suis désolée, mais il n'y a pas longtemps, dans le cadre de la loi pour la sécurité des élus, la loi de 1881 aurait pu être modifiée pour rallonger des délais de prescription quand des élus attaquent pour diffamation ou injure. Et donc ça, on a réussi à le faire sauter, mais par la mobilisation collective, à la fois des syndicats de journalistes, il y a eu RSF, il y a eu certains syndicats patronaux, et j'en oublie. Mais la mobilisation collective fait aussi qu'on peut résister. Et ça, c'était une victoire. Merci. Alors, une question derrière, une question devant. Merci. Dans le premier tome de la trilogie Millennium, le héros journaliste va quelques semaines en prison pour avoir diffamé méchamment, il me semble, un industriel. Alors, sur le fond, il a raison, mais on ne le saura qu'au troisième tome. Mais la question est de savoir, est-ce que cette procédure intentée, c'est une procédure bâillon ou c'est
simplement un journaliste qui est certain de son coup, mais qui, au moment du procès, n'a absolument aucun élément. Et c'est une question très légitime, qui est qu'en fait, il est légitime de demander justice si on s'estime diffamé, et personne ne demande la suppression du délit de diffamation, en tout cas à ce que je sache. Mais effectivement, c'est assez compliqué. C'est d'où l'importance de ce travail-là de définition. C'est-à-dire que nous, à l'OFALP, on s'est posé cette question-là quand on a construit notre nomenclature, qui est donc on met procédure Bayon, d'accord, mais où est-ce que ça s'arrête? Et c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que le droit et le législateur s'emparent de cette question-là, pour pouvoir avoir une définition qui corresponde à la réalité et aux vrais problèmes qui se posent, et en même temps qui puisse permettre de dessiner cette ligne qui, pour le moment, est en fait assez floue et assez grise. Si je me souviens bien, dans l'exemple auquel vous faites référence, il y avait effectivement un problème de fait qui n'était pas possible à prouver finalement, que les allégations n'étaient pas prouvables. Et dans la défense que les journalistes mettent en place judiciairement quand on est poursuivi pour diffamation, c'est la bonne foi qui va être invoquée. Et un des éléments de la bonne foi au sens judiciaire du terme, c'est la base factuelle suffisante et le sérieux de l'enquête. Et du coup, pour en arriver à une condamnation sur ça, c'est que il y a clairement un problème dans l'enquête qui a été menée, si vous voulez. Mais par rapport aux procédures Bayon, comme disait Cécile, l'idée c'est pas de demander la suppression du délit de diffamation. Le problème c'est pas que la diffamation existe. Le problème c'est que les auteurs de ces procédures en abusent, et que par exemple on poursuit pas un journaliste ou un média une fois en diffamation, mais on va lui mettre 3 procédures en diffamation à la suite, et dans un objectif d'étouffement financier et temporel, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu rappelles sur la diffamation, c'est que alors, tu m'arrêtes tout de suite si je dis une bêtise, mais que dans le cadre d'une procédure pour diffamation, le juge ne va pas statuer sur la réalité des faits, mais sur le sérieux de l'enquête qui est menée. Et donc c'est là toute la différence, c'est-à-dire est-ce que le journaliste a répondu à la déontologie? Est-ce qu'il a mené un contradictoire suffisant? Est-ce qu'il a suffisamment étayé, en toute bonne foi, les éléments de son enquête? Un journaliste peut travailler en toute bonne foi et en fait commettre une erreur ou avoir des conclusions qui se révèlent erronées, mais s'il a travaillé de manière suffisamment étayée et de manière déontologique, il peut très bien être relaxé et ne pas être considéré comme coupable de diffamation. C'est très important. Et il me semble que par exemple dans le cas Dalila, il y avait des propos qui ont été reconnus comme diffamatoires qui étaient tenus par une de vos sources. En revanche, votre enquête était extrêmement sérieuse, était tout à fait bien structurée et répondait à tous les impératifs d'une enquête, d'une investigation journalistique. Et donc, peu importe au fond que ces propos aient été contradictoires et étaient diffamatoires, puisque ça n'avait pas d'impact sur ce qu'était votre enquête. Et je crois que les propos en question, c'était une source anonyme qui racontait dans le cadre Dalila que c'était en réunion, c'était un impératif d'aller poursuivre C'était une pratique systémique, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est-à-dire que la justice, elle regarde pas simplement les faits, mais elle s'intéresse beaucoup à ce qui est dit autour. Et notamment, on formait l'analyse que c'était une pratique, en tout cas, qui était systémique. On avait employé un autre mot pour dire qu'il avait l'habitude. Et en fait, tout le travail de l'avocat, c'était pas de dire ok, les faits sont faux, pas de souci. Il disait mais vous dites qu'il a l'habitude, mais en fait, on parle que d'une dizaine de procédures, une dizaine de contentieux, alors qu'il a des milliers de contrats, ce promoteur, ça se passe toujours bien, et vous faites sûrement les 2-3 petits trucs qui fonctionnent pas, les petits contentieux, vous en faites une giga histoire. Et donc, je me suis vraiment rendu compte de ça, que c'était pas juste une histoire. L'annonce est terminée. Je suis désolé, ça me déconcentre. Ouais. Merci. Et du coup, ouais, j'ai découvert un peu ça sur une fois à la barre, et je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais c'était à peu près tout, je crois. Merci.
Il y avait une question devant. Oui, c'était un complément et une question, puisque Alexandre Buzine m'a cité tout à l'heure. J'étais longtemps responsable juridique du SNJ. Alors, le journaliste est responsable juridiquement de ses écrits. Donc, il est très souvent attaqué. Ce n'est pas seulement le média. Et quelquefois, le journaliste seul est attaqué, et pas le média, ce qui est quand même assez étrange. Alors, dans cette histoire, si le journaliste a raison, le SNJ, systématiquement, quasiment, se met à ses côtés. Ça lui apporte le soutien de la profession, en plus du soutien éventuellement financier ou éventuellement juridique nécessaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le SNJ notamment, mais j'y suis toujours, donc je me permets de le dire là, demande que les tribunaux de commerce se déclarent systématiquement incompétents en matière de délit de presse. Pourquoi ? Parce que les juges des tribunaux de commerce, qui sont des gens parfaitement respectables, ne sont pas des magistrats professionnels. Ils représentent les chambres de commerce et ils jugent du litige de commerce qui peut advenir du fait de tel et tel mouvement ou telle et telle contradiction ou tel et tel écrit journalistique actuellement. Et il ne devrait pas se déclarer incompétent, parce que ce qu'a rappelé notre consoeur de l'OFALP et son voisin est tout à fait juste, et d'ailleurs je salue l'OFALP en plus, au passage, bravo, c'est que la 17e chambre à Paris est spécialisée dans les affaires de presse et a toute une jurisprudence extrêmement importante pour permettre aux journalistes de pouvoir non pas s'affranchir de la loi, mais d'être jugé en fonction de son travail et du contexte. Voilà, ça c'était sur le point de complément. Sur la loi de la protection des sources, le critère de prépondérance d'intérêt général est un critère juridique très important, cadré par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Donc, il n'est pas aussi vague qu'il en a l'air, même si nous, tous qui ne sommes que journalistes, on peut le déclarer un peu vague. Il n'est pas si vague qu'il en a l'air. Et en revanche, ce qu'il faut bien voir dans cette loi, c'est qu'elle protège le journaliste français. C'est le seul au monde qui a le droit de ne pas donner ses sources sans en être puni. C'est le seul au monde. Donc ce n'est pas une loi si faible que ça. En revanche, puisque moi j'ai été artisan de cette loi, il a le droit de donner ses sources s'il l'estime nécessaire. Il a la liberté de le faire, mais il ne peut pas être contraint de le faire. Et c'est ça tout l'intérêt de la loi. Sur la loi européenne, ce qu'on appelle European Media Freedom Act, la loi sur la liberté, elle doit être effectivement traduite en France dans le droit national en complément. Et c'est là qu'il faudra faire très 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 attention, car vous parlez d'une attitude ambiguë de la France. Elle n'est pas ambiguë. La France a tout fait pour foutre en l'air la protection des sources. Donc rien ne dit, si j'ose dire, qu'elle ne poursuivra pas sur le terrain français. Donc il faut y faire très attention. On y est prêt, mais il faut faire très attention. Enfin, ma question, pardonnez-moi, j'étais un tout petit peu longue, mais sur la définition qui a été donnée de la procédure Bayon, est-ce qu'on peut encore changer quelque chose ? Car j'y lis instrumentalisation de la justice mise en œuvre par une entreprise ou une institution. Là, on pourrait rajouter un particulier déjà, parce que c'est souvent le cas. Et deuxièmement, qui vise à prévenir ou à sanctionner l'expression d'une opinion. Ce n'est pas d'une opinion sur laquelle on nous attaque, c'est sur des faits qu'on révèle. On ne nous attaque jamais sur des opinions. On nous traîne en diffamation pour des faits que nous avons révélés, pas des opinions. Donc, si on peut changer un petit peu, je souhaiterais. Merci. Alors, je crois que... je vais vous donner la parole. Je crois que vous faites la définition à laquelle vous faites référence, c'est la première qui a été affichée, c'est-à-dire la mention qui existe en droit français. Et ça, c'est une définition donc, qui est au journal officiel, mais qui vient
la commission du renouvellement de la langue française, je C'est crois. ça. Est-ce que Pauline, tu peux expliquer un peu ce qu'il s'agit? Donc c'est la seule qui existe, mais en fait, c'est pas du tout une définition, vraie définition juridique, même s'il y a des mentions qui en sont faites dans certaines décisions de justice. Exactement. Justement. Alors le problème de cette définition, il y en a plusieurs. Comme disait Cécile, ce n'est pas la définition des procédures Bayon juridique française, puisqu'il n'y en a pas. C'est justement le problème. On aimerait bien en avoir une qui fonctionne. C'est une définition qu'on trouve au journal officiel, mais publiée par le ministère de la Culture sur un site qui s'appelle France Terme et qui est à peu près du même acabit que la France qui nous dit qu'il faut écrire mail, M-E accent aigu, L, et pas M-A-I-L. Donc c'est du bon usage de la langue française selon le ministère de la Culture qui nous donne une définition. Mais ce n'est pas une définition juridique. Et justement, on aimerait bien aller au-delà de cette définition qui est tout à fait perfectible. Ensuite, juste 2 petits points. Sur cette histoire de directive européenne, on ne parle pas de la même. Celle que tu évoquais, Dominique, c'est le European Media Freedom Act. Et effectivement, sur ça, c'est un règlement européen qui entre en vigueur bientôt. La France a eu une attitude tout à fait condamnable, puisque jusqu'au bout, la France a essayé de maintenir une exception qui permettait d'espionner les journalistes au nom de la sécurité nationale. Mais ce n'est pas la même chose que... C'est un règlement européen, le EMFA, et ce n'est pas la même chose que la directive contre les procédures Bayon que j'expliquais tout à l'heure, et j'aurais dû préciser un peu mieux la différence entre les deux, quoi. Mais c'est pas le même texte. Et sur ce texte de directive que j'évoquais, la France a eu une attitude moins problématique, bien que sans doute pas angélique. Et juste dernier point sur l'impératif prépondérant d'intérêt public. En fait, ce qu'on s'est dit dans le cadre des États généraux de la presse indépendante, c'est que cette notion, un des problèmes, c'est que ceux qui vont la mettre en vigueur, ça va être les policiers finalement, qui vont essayer de justifier à quel moment il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Par exemple, sur la levée du secret des sources et le fait de pouvoir faire des perquisitions chez les journalistes, quand on fait une perquisition chez un avocat, il faut qu'un juge des libertés et de la détention, juge indépendant, ait regardé et validé le principe de la perquisition sur la base de ce que prévoit le Code de procédure pénale avant que la perquisition soit mise en vigueur. Ce n'est pas le cas pour les journalistes. Il n'y a pas de saisine du juge de la liberté et du juge des libertés et de la détention avant de faire une perquisition. Du coup, oui, mais du coup, il y a quand même un problème parce qu'on n'a pas de contrôle judiciaire a priori qui permettrait de mieux limiter les choses. On a juste un procureur qui va dire bon, bah là, il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Et puis après, éventuellement, qu'il y a eu les saisies, on aura un débat sur si on peut les verser au dossier ou pas. Mais le problème, c'est l'absence d'un juge indépendant avant. Je ne voulais pas rentrer dans trop de technicité juridique, mais voilà. Ça veut dire qu'on peut décider de ne pas verser les pièces au dossier, mais c'est déjà, en termes de protection des sources par exemple, c'est déjà trop tard. Je pense au cas d'Ariane Lavrieux qui a subi une perquisition, c'est typiquement le problème qui s'est posé. Exactement. Merci beaucoup. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Qu'est-ce que ça dit de la relation entre les pouvoirs publics et la presse, et le journalisme, le fait qu'il n'y ait pas de définition d'une procédure Bayon, le fait qu'il n'y ait pas encore de réglementation là-dessus? Je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de parler de ça. Voilà. C'est une question complexe. Déjà, ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur les procédures Bayon, c'est une question sur laquelle on est en retard en France. Et c'est une question qui en fait est apparue relativement tard dans le débat public. C'est-à-dire qu'au-delà même de la question du droit, ça fait pas beaucoup de temps que les journalistes en parlent, qu'il y a une vraie prise de conscience de ce problème. Donc, je pense que c'est déjà une première piste d'explication et de réponse. Est-ce que vous voulez répondre ?
Je crois que je connaissais même pas le terme il y a un an quand on a eu ces procès. Et c'est sur Internet, je crois que j'ai dû trouver le mot procédure bâillon. Après, j'ai googlé, je fais c'est un terme juridique ou pas? Et il m'a dit non, c'est pas un terme juridique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un terme qui, je pense, commence à rentrer dans le débat public un petit peu, et médiatique et journalistique, mais c'est assez récent, j'ai l'impression. Alors nous, ce qu'on observe, c'est qu'en France, avant 2018, on ne parlait pas de procédure bâillon, vraiment, c'était dans un cadre très, très, très limité. Ce que j'ai mentionné, c'était plutôt des enseignants-chercheurs, etc. En revanche, aux US, les SLAPs, donc Strategic Lawsuits Against Public Participations, ont été définis dans les années 70. Donc ils ont 30 ans d'études de plus que nous là-dessus. Et depuis, ils ont instauré de très bonnes régulations, très bonnes lois, etc. Donc c'est beaucoup mieux légiféré. Et ouais, la France, on est en retard. Et je me demande s'il n'y a pas eu un déni parce que on a cette loi de 1881 qui est très bien. Et on se dit, bon, la France, c'est le pays des droits de l'homme, etc. Une presse indépendante, tout va bien. Et je me demande s'il n'y a pas eu un déni. Et en fait, il y a eu il n'y a pas eu de travail de communication et de relation entre les journalistes qui ont subi des procédures bâillons. Et aussi, ils n'étaient pas au courant de ces formes d'abus. Et bon, voilà, soit se censuraient, soit bon, faisaient leur petit procès, etc. Mais ça ne rentrait pas dans le débat public. C'est que depuis, mettons, 2018-2019. Voilà. Donc on a eu un grand retard en France. Donc, grâce à l'OFALP, on va combler ce retard. Est-ce qu'il serait possible que la directive de l'Union européenne dont on parlait tout à l'heure n'ait pas peu ou pas d'impact sur le droit français, et que la France dise les objectifs visés par la directive, en fait, ils sont déjà atteints par le droit français, par les dispositions du Code de procédure civile, et donc en fait on n'a rien à faire de plus que ce qu'on fait déjà, parce qu'on a déjà des choses qui protègent de manière très générale et pas spécifiquement au droit de la presse contre les procédures abusives. C'est une très bonne question. Parce que donc si j'ai bien saisi, globalement, l'enjeu de la directive, c'est d'éviter une forme de dumping juridique entre États, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser la loi d'un État pour poursuivre quelqu'un dans un autre État. Mais donc, c'est pour ça que je disais, on touche assez peu à des cas comme celui d'Hugo, ou beaucoup de cas, et la majorité des cas qu'on voit en France. Donc, Pauline va répondre, mais j'imagine que si on s'en tenait à cette stricte définition, ça changerait des choses en droit, mais ça changerait peu de choses pour la réalité et le phénomène que sont les procédures bâillons que subissent de plus en plus de journalistes en France. Ouais, pour répondre de manière très courte, oui, c'est un risque. Le risque, c'est qu'il y ait des modifications législatives, mais vraiment mineures, parce qu'il va bien falloir la mettre en place, cette mesure de rejet rapide. Mais si au final, elle s'applique qu'aux procédures civiles transfrontières, finalement, il va y avoir un cas par an où il y aura une entreprise étrangère qui aura poursuivi un journaliste ou un lanceur d'alerte français. Donc, il y aura forcément quelques changements législatifs, mais le risque à ce stade, s'il n'y a pas une mobilisation de la société civile et des journalistes et tout pour faire bouger le législateur, c'est qu'on soit avec des changements tellement minimes qu'ils ne changent pas grand-chose à la situation actuelle en droit français. Mais on va tout faire pour éviter ça, hein. Et il y a des précédents. Par exemple, la directive sur les lanceurs d'alerte en 2019, elle a été surtransposée en droit français. Elle était déjà bien pour le coup, mais on est allé bien plus loin que ce qu'elle prévoyait, avec une coalition d'associations mobilisées et une proposition de loi qui a surtransposé la directive. Donc c'est tout à fait, il n'y a pas de fatalité à ce stade. J'ai une seconde question. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait que la loi de 81 ce soit un peu on se dise on a la loi de 81, ça suffit, tout ça, et que du coup ça explique en partie le grand retard qu'on peut avoir notamment sur les États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt des pouvoirs politiques à conserver un certain flou là-dessus, avec l'idée de se dire que la presse c'est bien gentil, mais quand on voit l'affaire Benalla, l'affaire Cahuzac, on n'a pas forcément envie
que la presse puisse mettre son nez dans tout et qu'on puisse rien y faire en retour. Est-ce qu'on n'a pas envie de conserver cette possibilité-là de bâillonner la presse? Si vous voulez, moi je peux répondre parce que Sherpa, on est assez radicaux, on peut se mouiller sur cette réponse. Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'il y a... c'est pas pour rien qu'à Sherpa, on a constitué un pôle espace civique ces dernières années pour réfléchir à ces questions. Le mouvement, enfin le droit français va quand même vers un mouvement de grignotage même de cette loi de 1881, avec la loi secret des affaires et des dispositifs comme ça, où on va finalement permettre dans plein de cas d'aller empêcher les journalistes d'enquêter, d'aller permettre des procédures contre eux au nom d'autres intérêts comme le secret des affaires, etc. Et oui, moi je pense que politiquement, il y a des vraies questions qui se posent sur la volonté du gouvernement actuel de faire quelque chose pour protéger les journalistes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce ne serait pas forcément à nous, collectifs de journalistes d'organisation, par exemple, de créer un observatoire pour recenser les atteintes à la liberté de la presse en France. On se retrouve bénévolement à pallier un manque des pouvoirs publics, un manque de protection, un manque de vigilance. C'est aussi intéressant d'avoir un observatoire indépendant parce que ça nous permet de s'assurer de la rigueur des données, mais il y a d'autres manières de faire et ça, je pense que c'est un indice d'un manque de mobilisation d'une partie des pouvoirs publics sur ces questions-là, oui. La question des procédures Baillon concerne notamment, beaucoup, les journalistes. Elle concerne également des associations de la société civile. Sont-elles actuellement représentées dans l'OFALP ? Et où en sont les contacts, le cas échéant, avec les grandes organisations de défense, Solidarité internationale et écologie des droits de l'homme ? Oui, alors donc l'OFALP, c'est une organisation qui a été créée avec une majorité de journalistes, mais il y a aussi, en fait, on a 3 types d'adhérents dans notre observatoire. On a des adhérents citoyens, donc des individus citoyens qui sont préoccupés par les atteintes à leur droit d'être informés. On a des adhérents journalistes et on a des adhérents personnes morales. Parmi ces personnes morales, on n'accepte pas n'importe qui, on refuse les entreprises, les administrations, etc., pour des raisons évidentes de confidentialité et d'indépendance. En revanche, on a beaucoup d'associations, et notamment d'associations de la société civile. Par exemple, on a l'association Un bout des médias, on pense aussi à Cartooning for Peace. Sherpa vient de nous rejoindre, et on est assez ouvert justement à ce que tous les acteurs de défense des droits humains et des libertés publiques, ou d'autres acteurs qui peuvent être concernés par ces questions-là, viennent participer à notre travail, même si notre action et notre observatoire se concentrent sur les questions liées à la presse et que dans nos organes directeurs, les journalistes ont un vote majoritaire. Mais on tient vraiment à donner cette parole-là et c'est pour ça qu'on a créé ça avec une représentation minimum, par exemple, des citoyens et des organisations pour qu'elles puissent avoir quelque chose à apporter et que ce ne soit pas juste une question professionnelle parce que ça ne concerne pas que les journalistes, c'est vraiment l'ensemble de la société qui est impacté par ces atteintes. Je me demandais si maintenant que la directive européenne est passée, le premier enjeu qui était la définition juridique, ça veut dire que la France va devoir avoir une définition juridique des procédures Baillon dans la loi, même si le champ d'application est hyper restreint si elle en reste au texte européen. Mais comment ça va se passer pour vous ? Parce que là, vous faites de la sensibilisation auprès des journalistes, mais ensuite, maintenant, ça veut dire que c'est les députés et le Parlement, enfin, c'est le gouvernement qui va devoir prendre en main cette définition. Est-ce que vous allez faire du lobbying, entre guillemets, ou aider à construire cette définition pour qu'elle ne soit pas, justement, trop restrictive ? Peut-être juste, en fait, la directive, elle n'utilise pas le terme procédure Baillon dans sa version française. D'ailleurs, dans sa version anglaise... C'est poursuite, non, Baillon ? En fait, elle dit... c'est le
manifestement infondées et des procédures judiciaires abusives. C'est ça les termes qui sont employés, puisque la directive fait une distinction entre les demandes manifestement infondées et les procédures judiciaires abusives, ce qui complexifie un petit peu les choses. Mais en tout cas, les termes employés ne sont pas procédure Bayon, sauf qu'après, quand on regarde qu'est-ce que c'est la substance de ce qui est en jeu, c'est tous les indices des procédures Bayon. C'est multiplication des procédures, parce que ce qui est en cause, c'est un acte de participation au débat public, mais simplement l'article en question n'utilise pas le terme procédure Bayon. Donc, si le législateur a vraiment la flemme, il n'est pas obligé de mettre dans le droit français le terme procédure Bayon. Après, en vrai, ce débat, on va l'avoir au moment de la transposition. Il va falloir qu'il y ait quelque part ces indices d'abus de procédure qui soient dans le droit français, et il va falloir que le concept fasse son entrée soit sous le terme procédure Bayon, soit sous un autre terme. Et nous, à Sherpa, on va être très actifs pour essayer de peser au maximum sur une définition qui soit la plus large possible, en reprenant ce que dit la directive, en allant au-delà, parce que la directive, elle laisse quand même des marges aux États membres. Effectivement, il va y avoir un grand débat public, enfin, en tout cas on l'espère, au moment de cette transposition. Et je pense que le premier rapport de l'OFALP, en fait, ça va être d'apporter une analyse et des clés pour comprendre l'importance du phénomène et pour vraiment faire ce travail-là de caractérisation de ce qui se passe. C'est hyper important, on pense, de pouvoir avoir cette vision globale pour pouvoir documenter l'évolution du phénomène et pour pouvoir montrer la gravité de la situation, parce que c'est sans ça, il y a peu de risques que les citoyens comprennent tous les enjeux et l'importance de cette loi, et que le débat public puisse se fonder sur une base factuelle. Merci à tous. Alors j'en profite pour annoncer que pour ceux qui s'intéressent au Media Freedom Act, demain à 9h, il y aura un atelier qui sera organisé. Et ce soir à 19h30, il y a une soirée organisée sur les femmes dans le journalisme dans le sport, qui est salle Telem. Voilà, merci à tous pour votre attention. Demain, l'OFALP aura un stand dans le hall, donc vous pourrez venir nous rencontrer si vous voulez en savoir plus sur notre observatoire. Merci beaucoup.